Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire organisé par les ateliers de ventilation à domicile. Je m'appelle Jean-Michel Arnal, je travaille à Toulon. Cette session est organisée avec la société Philips, que je remercie. Et avant de commencer, je vais vous proposer de vous connecter avec votre smartphone sur la plateforme Kahoot. Donc vous tapez www.kahoot.it. Vous rentrez le PIN qui s'affiche sur l'écran et puis vous pouvez rentrer votre prénom ou un surnom. Et avec ça, vous allez pouvoir répondre aux questions et nous aider à traiter un patient BPCO. Donc le sujet du jour, c'est la VNI dans la BPCO. C'est un sujet ô combien d'actualité, puisque vous savez très bien que les BPCO sont les patients probablement les plus fréquents qui sont traités par la VNI à domicile. Et par ailleurs, il y a eu des études récentes avec des résultats intéressants qui quand même ont changé notre pratique. Donc on va essayer de parler de tout ça. Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui trois invités de renom. Le docteur Sandrine Pontier-Marchandis qui travaille à Toulouse. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour à tous. Le docteur Claudio Rabec qui travaille au CHU de Dijon. Bonjour Claudio. Bonjour tout le monde, merci Jean-Michel. Et le docteur Maxime Patou qui travaille à Rouen. Bienvenue Maxime. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc cette session, on va parler d'un cas clinique et puis on va essayer ensemble de cheminer au travers de ce cas clinique et il y aura quelques questions qui vont s'afficher donc sur votre smartphone. Si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. En parallèle, vous pouvez aussi poser des questions sur le chat aux invités et nous prendrons le temps d'y répondre ensuite. Donc je vous propose de commencer. Donc c'est l'histoire de Madame Mireille C, qui a 71 ans, qui a une BPCO post-tabagique. Elle est sevrée depuis 2016, elle a 50 paquets années dans son passif. Elle a déjà fait une décompensation respiratoire en 2016, traitée par de la VNI en réanimation puis de la réhabilitation. Ses dernières EFR remontent à février 2019, où elle avait un VEMS à 41% et une distension thoracique. Et à la même époque, la gazométrie en air ambiant montrait une discrète hypercapnie à 47 mm de mercure. Par ailleurs, elle est hypertendue, elle est coronarienne et elle a un cancer du sein en rémission. Donc cette patiente se plaint de passer des mauvaises nuits depuis plus d'1 an et elle fait la sieste l'après-midi. Elle n'est pas sortie pendant le confinement et depuis mi-avril, elle a en plus de la sieste une somnolence diurne et elle est adressée aux urgences de l'hôpital fin mai pour une détresse respiratoire aiguë. Quand on la voit aux urgences, elle est somnolente mais tout à fait réveillable, elle est tachypnéique, elle a un tirage, elle a un encombrement bronchique et quand on lui fait une gazométrie en air ambiant, on retrouve un pH à 7,33, une PO2 à 61 mm de mercure, une PCO2 à 59 mm de mercure et une réserve alcaline à 31. La radiographie thoracique ne montre pas de foyer de pneumopathie, mais une distension. Donc, conformément, on va dire, aux recommandations, on se propose de lui faire un traitement médical et de la VNI. Donc, juste un petit rappel sur les indications de la VNI en aigu. L'indication est principalement posée sur l'acidose respiratoire. Donc, quand l'acidose respiratoire est légère, c'est-à-dire un pH supérieur à 7,35 à la prise en charge, il n'y a pas d'indication de VNI parce que c'est des patients qui ne sont pas intubés. Donc, on leur propose un traitement médical, mais pas de VNI. Quand on a une acidose modérée, c'est-à-dire un pH entre 7,30 et 7,35, il y a une indication de VNI qui peut se faire en service ou en réanimation s'il n'y a pas la possibilité de le faire en service de pneumologie. Quand le pH est inférieur à 7,30, on estime que c'est une décompensation sévère avec un risque d'intubation élevé. Donc, on va préférer faire la VNI en réanimation. Et quand le pH est inférieur à 7,20, eh bien, c'est une VNI en réanimation et il faut se poser la question de l'intubation. Donc, la première question qui va se poser, c'est quel ventilateur et quel masque on va utiliser pour cette VNI. Donc, je vous propose de regarder la question sur votre smartphone. Et il y a plusieurs propositions. La proposition rouge, donc est-ce qu'on utilise un ventilateur de niveau 1 et un masque facial à fuite intentionnelle? Bleu, un ventilateur de réanimation avec un masque facial sans fuite intentionnelle.
Orange, un ventilateur de niveau 3 avec un masque nasal à fuite intentionnelle. Et vert, un ventilateur de niveau 3 avec un masque facial à fuite intentionnelle. Donc vous pouvez répondre plusieurs choses en même temps. Et pour nous donner son expérience, nous allons passer la parole à Sandrine Pontier. Donc, on va... Merci Jean-Michel, hein, et je remercie tout le monde de m'avoir contacté. Donc, pour répondre à cette question, bien évidemment, vous savez qu'il y a plusieurs types de ventilateurs qui sont disponibles. Et en gros, on va avoir essentiellement des ventilateurs de réanimation ou des ventilateurs de domicile. C'est d'ailleurs le choix qui vous est donné. Il y a des ventilateurs qui sont dédiés à la ventilation non invasive, qui sont disponibles dans certains secteurs d'urgence. Mais en général, en pneumologie ou en réanimation, on va avoir les deux grands types de ventilateurs, que sont les ventilateurs de domicile ou de réanimation. Chacun a des avantages et des inconvénients. Il faut savoir que la qualité de ventilation est grosso modo comparable entre les deux types de ventilateurs, sous réserve qu'on sache les utiliser. Les ventilateurs de réanimation ont maintenant tous des modules VNI qui compensent correctement les fuites. Et vous savez que la fuite est quand même un élément essentiel à prendre en compte en ventilation non invasive. Les ventilateurs de domicile, bien évidemment, sont conçus pour compenser des fuites intentionnelles. Si on veut monitorer les courbes, et c'est quand même recommandé en situation aiguë, les ventilateurs de réanimation ont des écrans sur lesquels on peut monitorer les courbes. Les ventilateurs de domicile ont pour un certain nombre d'entre eux la possibilité d'avoir aussi un monitoring à disposition. Pour ce qui est de la variété des interfaces, donc des masques, les ventilateurs de domicile gagnent largement devant les ventilateurs de réanimation où on a une variété d'interfaces qui est beaucoup plus importante, mais peut-être qu'en situation aiguë, c'est un petit peu moins fondamental. Pour ce qui est du monitorage de la quantité d'oxygène, bien évidemment, les ventilateurs de réanimation vont monitorer une FiO2 de façon fiable par rapport aux ventilateurs de domicile où on va brancher de l'oxygène mural et où là, on a quand même moins la maîtrise de la quantité d'oxygène qu'on donne. Facilité d'utilisation, ça dépend. Si on est pneumologue ou réanimateur, et bien évidemment, pour un réanimateur, un ventilateur de réanimation va être beaucoup plus facile à utiliser que les ventilateurs de domicile, où vous savez qu'il y a quand même une certaine obscurité sur certains de ces ventilateurs. Donc globalement, chaque ventilateur a des avantages et des inconvénients. Et j'allais faire une réponse de Normand, mais ça va être fonction des habitudes de l'équipe. Si on fait la ventilation en salle de pneumologie, on va utiliser un ventilateur de domicile. Si on fait de la ventilation en réa, on va peut-être plutôt utiliser un ventilateur de réanimation. Fonction des habitudes du patient, chez cette patiente, ce n'est pas le cas, mais un patient qui est déjà ventilé avec un ventilateur, l'idée c'est d'utiliser son respirateur. Fonction du degré de gravité, un patient qui est en plus de l'hypercapnie très hypoxique, on va plutôt utiliser un ventilateur de réanimation. Si on a une idée de l'intuber, bien évidemment, on va probablement prendre un ventilateur de réanimation en première intention. Puis en fait, dans la question qui est posée, il y a la question de l'interface, et c'est très probablement pour le coup l'élément le plus important. En situation aiguë, une interface nasobuccale en première intention, on a un patient qui est en détresse respiratoire, qui ouvre la bouche, il va falloir couvrir le nez et la bouche, mais il va falloir s'adapter à un patient. Et si on limite la VNI parce qu'on a un patient claustrophobe qui ne supporte pas une interface nasobuccale, c'est un peu dommage, et il va peut-être falloir parfois tolérer des fuites et tolérer une interface plus légère, et donc peut-être passer là encore à une interface nasale, pourquoi pas, avec un masque, un ventilateur de domicile si besoin. Mais en première intention, on va être sur une interface nasobuccale. On a quand même un certain nombre d'interfaces à disposition sans avoir forcément à passer par les masques qui ne sont pas forcément faits pour la ventilation, mais plutôt pour aller voir les petits poissons. Donc ça, c'est peut-être pas forcément l'interface à privilégier. Donc, pour ma part, pour répondre à cette question, l'interface va très probablement conditionner en premier le choix de ce qu'on va utiliser, plus que le ventilateur à mon sens. Une interface en priorité nasobuccale sans fuite, mais savoir en changer pour s'adapter au patient.
Et donc là, je vais repasser la main à Jean-Michel pour qu'il donne les réponses qu'on avait déterminées ensemble. Donc, voilà, donc les réponses étaient variées, mais on va dire que tout le monde avait raison. OK. Donc maintenant, on va parler des réglages pour la VNI. Est-ce que vous pouvez mettre ma diapo? Merci. Donc, comment on va faire les réglages pour la VNI en cas de décompensation? Eh bien, il va falloir régler un trigger inspiratoire et on va le régler au plus sensible parce que c'est des patients qui ont une PEP intrinsèque, donc ils vont avoir du mal à déclencher. Il va falloir régler une pression expiratoire qu'on va ajuster en fonction de la PEP intrinsèque. Donc on peut commencer à 4 cm d'eau et puis on va la monter de 1 en 1 pour soulager l'effort de déclenchement et on va l'ajuster cliniquement. Il va falloir régler une pente, la vitesse avec laquelle on passe de la PE à la PI et on va la mettre très rapide dans le cadre de la BPCO. Il va falloir régler une pression inspiratoire si on est sur un ventilateur de domicile ou une aide inspiratoire si on est sur un ventilateur de réanimation. Mais globalement, on va monter l'API de 2 en 2 jusqu'à ce que la fréquence du patient baisse. Plus je monte l'API, plus ce patient fait un volume courant important, plus il va baisser sa fréquence. Quand il baisse sa fréquence respiratoire entre 20 et 25, c'est que probablement on a la bonne aide inspiratoire ou la bonne PI. Et enfin, il va falloir régler le trigger expiratoire, qu'on appelle aussi le cyclage. Et pour un BPCO, il va falloir cycler relativement tôt, de façon à lui laisser le temps d'expirer. Donc généralement, on va régler un cyclage autour de 50% du débit inspiratoire maximum, voire 60%. Et sur certains ventilateurs, on peut régler aussi un TI max qu'on va ajuster juste au-dessus du TI du patient, par exemple 0,2 secondes au-dessus. Donc, par exemple, si vous êtes sur un Trilogy Evo, ça peut être les réglages qu'on va faire. Le mode ST à fuite, une PAP à 6, une IPAP à 20, un trigger inspiratoire au plus sensible à 1, un cyclage à 50% et une pente à 1, c'est-à-dire la plus rapide. On peut toujours régler une fréquence de sécurité, mais en VNI aiguë pour la BPCO, les patients ne font pas d'apnée, donc il n'y a pas forcément besoin de mettre une fréquence de sécurité. C'est des patients qui ont une grosse demande ventilatoire. Et puis, on va observer les courbes sur le ventilateur de façon à ajuster la synchronisation. Alors, en termes d'organisation des séances de VNI, en gros, il va falloir faire beaucoup de VNI les premiers jours. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, ce qu'on fait nous dans le service, la première séance de VNI, c'est 4 heures. Il faut que la première séance soit relativement longue, on va dire, pour écarter le patient du risque d'intubation. Et puis, à J1, par exemple, 2 heures de VNI toutes les 4 heures, plus la nuit. Quand le patient dort, on va lui laisser sa VNI. À J2, on va continuer à grosse dose 2 heures toutes les 4 heures et la nuit. Et puis J3, J4, on va commencer à lever le pied en faisant par exemple 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi et la nuit. Quand est-ce qu'on va pouvoir arrêter la VNI aiguë? Eh bien, quand le pH sera supérieur à 7,35 et la capnie inférieure à 50. Donc, c'est ce qu'a eu Mireille. On a pu arrêter sa VNI à J4. La patiente avait été admise en réanimation. Elle a été transférée en unité de soins continus. Et à J6, on lui a fait une gazométrie au réveil qui montrait la réapparition, si je puis dire, d'une hypercapnie à 53 mm de mercure. Donc, étant donné les recommandations, on lui a proposé un projet de VNI à domicile et réhabilitation au sortir de l'hôpital. Donc, c'est la question qu'on va se poser maintenant. Pour la VNI à domicile du patient BPCO, sur quel masque on va débuter? Donc, rouge, est-ce que c'est un masque nasal? Bleu, un masque nasal avec une mentonnière. Orange, un masque facial. Vert, un masque bucco-narinaire. Dites-nous votre premier choix. Donc, pour répondre à cette question, on va aussi demander l'avis de Sandrine. Alors, c'est à moi.
Alors, donc, quel masque pour la ventilation non invasive à domicile? Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que l'interface conditionnait la ventilation en aigu, mais elle conditionne probablement encore plus la ventilation en situation chronique. Donc, dans la plupart des cas, on va bien évidemment utiliser un masque avec des fuites intentionnelles et un circuit monobranche. On essaie de trouver la solution la plus légère, entre guillemets, possible. Les critères de choix, ça va être l'efficacité qui va s'évaluer en termes d'étanchéité, donc le moins de fuites non intentionnelles possible. Le caractère confortable, est-ce que ça provoque des irritations, des escarres, des marques sur le visage? Et le caractère facile à mettre et à régler, c'est d'autant plus important chez des patients qui sont âgés, qui sont parfois un peu handicapés. Et mais lorsqu'on va parler de ventilation chez des patients neuromusculaires, c'est encore plus important à prendre en compte. Mais un patient BPCO, il faut bien évidemment le prendre en compte. Et bien évidemment, vous voyez sur toutes ces photos qu'on n'a pas tous la même tête, on n'a pas tous le même nez, on n'a pas tous la même morphologie de visage. Et donc, on va essayer de trouver des interfaces qui vont s'adapter à chaque morphologie. Et ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas un masque universel pour tout le monde. Il y a un masque qui va convenir à une personne donnée. Alors malgré tout, en première intention, ce qui est largement recommandé, c'est l'utilisation d'un masque nasal qui va à la fois avoir l'intérêt d'être le plus léger, le moins encombrant possible et probablement d'appuyer le moins possible sur le maxillaire inférieur et donc d'entraîner le moins d'apnée possible. Donc, première intention, c'est le masque nasal, c'est la réponse qu'il fallait donner. Si ce masque convient, bien évidemment, on maintient. Donc j'ai tiré cet algorithme d'une diapositive de Marjolaine Georges de Dijon qui propose cet algorithme et qui me paraît tout à fait intéressant. Bien évidemment, lorsqu'on a des fuites buccales avec un retentissement, il faut toujours se poser la question du retentissement de ce que l'on constate, donc en termes d'inefficacité, d'inobservance, d'intolérance, on peut rajouter une sangle mentonnière. Et en cas d'échec, on peut passer à une interface naso-buccale. Si on a des difficultés liées à l'encombrement lié au masque nasal, on peut tenter un masque narinaire qu'on ne voit pas très bien ici, mais vous savez que ce sont ces masques qui passent sous le nez avec soit des petits pilots qui rentrent dans les narines, soit un trou sur l'interface qui permet de ventiler le patient. Et en cas d'échec, on va passer à une interface bucco-nasale. On a l'embarras du choix et maintenant c'est vrai qu'on ne fait plus de masques sur mesure comme cela pouvait se faire à une certaine époque. On a des masques nasaux, différents types, des masques narinaires, des masques bucco-narinaires, des masques faciaux, etc., etc. Donc on a vraiment l'embarras du choix et pour des patients qui doivent être ventilés plus longtemps que dans la nuit, on peut aussi varier le nombre d'interfaces sur le nictémère. Ce qui est important à prendre en compte, c'est à la fois bien évidemment la tolérance, le confort et l'observance du patient par rapport à l'efficacité clinique et biologique. Un masque qui est extrêmement efficace, qui ne donne pas de fuite, mais qui provoque une escarre ou qui est mal toléré par le patient, du fait de son encombrement par exemple, ça ne va pas être un masque qu'on va pouvoir maintenir au long cours. Et à l'inverse, un masque extrêmement bien toléré mais qui entraîne des fuites toute la nuit, des éveils durant la nuit, etc., etc., c'est là encore un masque qu'on ne pourra pas tolérer. Donc, première intention, le masque nasal, mais savoir qu'on a une variété d'interfaces qui ne sont pas toujours proposées en première intention, mais qu'on a tout à fait l'embarras du choix et que maintenant, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on limite, qu'on arrête la VNI à cause du masque dans la majorité des cas. Voilà, je repasse la main à Jean-Michel. Merci beaucoup Sandrine. Donc la plupart des participants étaient d'accord avec toi pour commencer avec un masque nasal. Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est quel ventilateur on va choisir pour faire la VNI à domicile chez un patient BPCO. Donc un ventilateur de niveau 1 de type DreamStation BiPAP AVAPS, un ventilateur de niveau 2 de type A40 ou équivalent, et un ventilateur de niveau 3 de type Trilogy Evo. Et pour répondre à cette question, on va demander l'avis de Claude Rabec.
Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Je vais ouvrir mon diaporama. Si j'arrive à le trouver, quel ventilateur? Voilà. Est-ce que vous voyez mes diapos? Oui, c'est bon. C'est bon? Voilà. Donc, déjà, on va essayer de voir quel ventilateur. Rappelons-nous rapidement que historiquement, il y a 3 types de sources d'énergie pour générer la ventilation. Le soufflet, qui en fait c'est une espèce de bandoneon d'accordion qui va envoyer de l'air, soit par l'intermédiaire de cet accordion dont je vous parle, ou d'un piston, qui va générer un volume. Ça, c'est les machines anciennes qu'on utilisait en ventilation volumétrique dans la première époque. Aujourd'hui, on n'a plus de ventilateurs comme ça au domicile. Les valves proportionnelles, que c'est en fait le mélange d'un système de valves qui va livrer l'oxygène et l'air comprimé, ça s'appelle plutôt des machines de réanimation. Et ensuite, vous avez les turbines et micro-turbines. En fait, l'avantage de ce type de dispositif, c'est que pour les modes des systèmes lourds, parce qu'il faut quand même porter la chambre d'air, et des valves qui s'ouvrent ou qui se ferment au tout ou au rien. Et concernant les valves proportionnelles, ce n'est pas un vrai générateur de débit, il nécessite de l'air et l'oxygène murel, il ne génère pas les débits elles-mêmes et compense pour cela mal les fuites, sauf si vous mettez un microprocesseur, ils sont en général mal adaptés à la bénie. C'est pour ça que parfois, lorsque vous faites une bénie en réanimation, les patients tolèrent mieux les petites machines pas chères de domicile que les machines de réanimation. Et ensuite, vous avez la troisième génération, que c'est toutes les machines de domicile aujourd'hui, qui sont des générateurs de débit. En fait, le générateur de débit, il est à l'intérieur de la machine et qui tourne en permanence en général un débit qui a une faible inertie, qui permet d'assurer des variations rapides de pression et débit, donc de suivre la mécanique ventilatoire du malade avec une adaptation de changement rapide et pour cela, une bonne compensation de fuite. En fait, on peut classer aussi les respirateurs selon la cible thérapeutique, et Sandrine a parlé de ça. Vous avez les ventilateurs conçus pour l'AREA, on peut faire de l'avénie, pas à domicile, mais on peut faire de l'avénie avec ces respirateurs, le conçu pour la ventilation à domicile, et après vous avez des ventilateurs intermédiaires qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils permettent de faire une ventilation autant à domicile qu'en réanimation. Et en fait, Sandrine a montré ces tableaux, et je voudrais quand même hiérarchiser quels sont les avantages de ces ventilateurs au domicile qu'on peut utiliser. Et la compensation de fuite, elle est plus intéressante parce que c'est des turbines. La portabilité, bien évidemment, elle est plus intéressante parce que c'est des machines qui sont portatives. Les monitorages différés, vous allez voir que c'est un des éléments clés aujourd'hui de la ventilation à domicile, la possibilité de pouvoir monitorer la ventilation avec des cartes ou des clés USB ou de l'information qui sort de la machine, qui donne énormément d'éléments pour juger de la qualité de la ventilation. Et enfin, la simplicité et la taille. En fait, ces ventilateurs intermédiaires dont je parle, qui aujourd'hui, vous allez voir, sont les ventilateurs qu'on appelle des niveaux 3 dans la classification de l'HAS, c'est des ventilateurs intermédiaires. Et c'est intermédiaire parce qu'ils ont des caractéristiques communes aux 2 types de ventilateurs. Vous avez les ventilateurs d'AREA et Bilebel qui sont à l'extrême, et les intermédiaires permettent de se rapprocher un peu des machines d'AREA parce qu'ils sont plusieurs modes et même la possibilité de fournir des modes combinés pour ce qu'ils ont la possibilité d'avoir des alarmes sophistiquées mais en même temps sont silenciables, qui ont la possibilité d'une bonne compensation de fuite parce qu'ils travaillent à turbine, qui permet d'avoir tous les avantages des systèmes de trigger, vitesse et pressurisation et ajustables aux fuites surtout, avec des algorithmes qui sont extrêmement intéressants pour compenser les fuites et éviter les asynchronies, comme ils sont les machines de domicile, la possibilité de monitorage comme les machines de niveau 1, peuvent garantir des fortes pressions d'insufflation. Ils peuvent travailler avec un double circuit ou un simple circuit. On va parler un tout petit peu de ça après. Ils sont portables, légers, moins chers et surtout ne dépendent pas d'une source externe, comme une machine de réanimation qui a besoin de l'oxygène et l'air comprimé pour pouvoir tourner. Et ils ont la possibilité de tourner avec des batteries, donc de permettre le déplacement des patients et la réhabilitation. Mais aussi, ces ventilateurs, on peut les classer par la gestion de l'expiration. Et vous savez qu'il y a 2 types d'expiration. La première expiration, c'est l'expiration classique qu'on utilise en réanimation en général, avec un double circuit. L'air va aller d'un côté vers les patients et de l'autre côté va sortir du patient vers un autre tuyau avec une valve expiratoire. Cette valve expiratoire peut être soit déportée à l'extérieur, comme vous le voyez ici dans la première figure, ou à l'intérieur
de l'appareil, comme vous le voyez dans la partie de la figure 2. Et en tout cas, il faut utiliser pour ces machines des masques sans fuite, puisque le système d'expiration est déporté du masque. Et vous savez, le deuxième type de masque, qui est les masques qu'on utilise pour la ventilation invasive, c'est ce qu'on appelle la ventilation à double niveau de pression, où vous savez, les mêmes tuyaux qui vont assurer l'insufflation et l'exsoufflation. Et pour ça, vous avez besoin de mettre un orifice de fuite, soit dans les masques, que c'est le plus approprié parce que le rinçage se fait le mieux, soit de porter dans les tuyaux. Et cette fuite va être alimentée par un niveau de pression expiratoire qui va délivrer une quantité d'air qui va permettre de rincer les dioxydes de carbone qui va rester et que la fuite ne permettra pas d'éliminer à pression zéro. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant aujourd'hui, des études qui ont montré qu'au moins 3 ou 4 des PEP, c'est nécessaire pour rincer le tuyau avec une ventilation à fuite. Enfin, nous avons aujourd'hui une classification que certains collègues ont élaborée avec la collaboration de l'HAS en 3 niveaux. Les ventilateurs intermédiaires sont aujourd'hui les ventilateurs de niveau 3 en général. C'est des ventilateurs en support de vie qui sont exclusivement alloués à des patients qui n'ont pas d'autonomie ventilatoire, qui sont ventilés plus de 16 heures par jour, ou des malades qui sont trachéotomisés, ou des malades qui sont en hypoventilation alvéolaire centrale sévère de type syndrome d'Ondine, parce que chez ces patients, même s'ils sont ventilés la nuit, le risque de débranchement est majeur et vital, donc il faut avoir des ventilateurs de support vital. À l'autre extrême, vous avez les ventilateurs qu'on va utiliser chez 90 à 90% de nos patients, que c'est le ventilateur simple, sans batterie, pour une ventilation de moins de 8 heures, en général nocturne, et pour les patients qui ont un syndrome de mauvaise hypoventilation, une BPCO en général. Et au milieu, vous avez ces ventilateurs en batterie interne qui sont, pour les malades qui sont dans plus de 8 et moins de 16, maladie neuromusculaire évoluée, où tout malade s'est ventilé en plus de 8 heures et moins de 6 heures, et moins de 16 heures. C'est-à-dire que si on doit choisir un ventilateur pour ces patients, probablement s'il est ventilé moins de 8 heures, on va utiliser un ventilateur de niveau 1, d'où la batterie n'est pas indispensable parce que les malades, de toute façon, il est ventilé que la nuit, il peut se passer de la ventilation. On a le temps de remplacer les ventilateurs si ça ne fonctionne pas, avec plus confortable, plus approprié une ventilation à fuite, avec un respirateur moins cher et facilement transportable. On a rarement des pressions d'insufflation supérieures à 30 pour ces malades en pression inspiratoire et ils n'ont pas d'alarme. Deuxième groupe, c'est la dépendance intermédiaire. Ils vont avoir une batterie entre 2 et 6 heures, en général plus près des 2 que des 6. Ils fournissent aussi une ventilation à fuite. Ils sont un peu plus lourds, mais les turbines sont plus performantes, ce qui permet d'assurer des pressions d'insufflation plus élevées avec double E, avec jusqu'à 40 cm d'eau. Ils ont la possibilité de monitorage dans l'écran, en plus des monitorages des portées. Et ils sont des alarmes, mais les alarmes sont silenciables. Et enfin, vous avez les ventilateurs qui ont dit intermédiaires, c'est le niveau 3, qui ont la possibilité d'aller jusqu'à 24 heures d'autonomie avec une batterie interne et externe, qui sont en général adaptables au fauteuil roulant pour les patients qui sont handicapés, qui puissent utiliser des circuits simples ou des circuits doubles, qui sont des alarmes qui sont cruciales et vitales si les patients il y a une dépendance majeure. Et en France, on a besoin d'un deuxième respirateur si les patients sont ventilés plus de 16 heures par jour de ce type de ventilateur. Bon, je passe la parole à Jean-Michel. Merci Claudio. Donc effectivement, c'est ce que tout le monde a répondu, plutôt un ventilateur de niveau 1 ou un ventilateur de niveau 2. Pour l'instant, c'est Vire qui est en tête. Et nous allons passer à la prochaine question. Quel réglage du ventilateur pour la VNI à domicile du patient BPCO? Est-ce qu'on va régler un trigger inspiratoire au plus sensible, rouge, bleu, une EPAP à 4, orange, une IPAP à 10 cm d'eau au-dessus de l'EPAP, donc une aide à 10, ou un cyclage à 25%. Plusieurs réponses sont possibles. Et pour nous éclairer sur la réponse, je vais repasser la parole à Claudio. Excusez-moi. Et diaporama partager l'écran. Et quel réglage? Est-ce que vous voyez mes diapos? C'est bon? Parfait. Donc, il faut tenir compte de deux caractéristiques
pour régler une ventilation chez un malade BPCO. La première caractéristique, c'est que les mécanismes générateurs d'hypercapnie n'est pas les mêmes que chez des patients avec des pathologies restrictives. Et le deuxième, Jean-Michel a déjà abordé le sujet, l'hyperinflation dynamique et l'autopie. Première chose, les mécanismes générateurs d'hypercapnie. Vous savez que l'hypercapnie, la PCO2, c'est la résultante de la production moins l'élimination de dioxyde de carbone. Et la seule façon d'éliminer le dioxyde de carbone, c'est en ventilant. C'est-à-dire que c'est la ventilation alvéolaire la déterminante de la PCO2. Les plus vous augmentez la ventilation, les plus la PCO2 diminue. Les plus vous diminuez la ventilation, les plus la PCO2 augmente. Et cette ventilation est la résultante des volumes courants et des volumes d'espace mort. C'est-à-dire que vous savez que les volumes courants, c'est la somme entre la ventilation alvéolaire et les volumes d'espace mort. C'est-à-dire que normalement, chez un patient avec une pathologie restrictive, vous avez donc un VT diminué parce qu'ils sont moindre volume pulmonaire. Et donc, comme la ventilation d'espace mort est toujours la même, c'est la ventilation alvéolaire qui diminue. C'est-à-dire que les patients, au lieu de ventiler 500, vont ventiler 300. Comme 150 vont toujours à l'espace mort, on va pénaliser la ventilation alvéolaire. Ça, c'est typiquement les patients restrictifs, l'obèse, les syphoscoliotiques. Chez les BPCO, c'est différent. Chez les BPCO, l'hypoventilation alvéolaire va répondre en fait à entre autres, une augmentation de la ventilation d'espace mort, c'est-à-dire qu'au même volume courant, comme il va avoir plus d'espace mort parce qu'il a un déséquilibre en ventilation-perfusion, les patients vont ventiler moins l'alvéole. C'est-à-dire que par définition, si chez un patient restrictif, vous soufflez fort, vous allez gonfler les poumons. Mais chez un patient BPCO, si vous gonflez fort, vous n'allez pas gonfler facilement les alvéoles parce qu'ils sont déjà hyper gonflés. C'est-à-dire que c'est ce qui a permis à certains chercheurs, à certains collègues, à envisager ce qu'on appelle la ventilation de haute intensité chez ces patients en situation chronique. Alors, pourquoi on ne fait pas la ventilation de haute intensité, c'est-à-dire pressions élevées, pour essayer de surpasser l'espace mort et arriver à l'alvéole chez les patients en situation aiguë? Parce que les réanimateurs ont montré que les plus vous mettez des pressions élevées chez ces patients, les plus vous générez des hyperinflations et des asynchronies. Les malades BPCO en situation aiguë n'est pas les malades BPCO en situation chronique. C'est deux malades différentes en termes de physiopathologie et d'insuffisance respiratoire. Et chez ces patients, en fait, tout au début, la ventilation invasive ne marchait pas en situation chronique. Et on a vu passer des papiers dans lesquels on n'arrivait pas à démontrer qu'il avait une efficacité, tout au moins en termes de PCO2, jusqu'à que les Allemands, l'équipe de Windisch, a préconisé l'utilisation de pressions élevées pour essayer de mettre des volumes plus importants, surpasser l'alvéole, l'espace mort et arriver à l'alvéole. C'est-à-dire qu'ils ont proposé donc des réglages qui étaient extrêmement importants avec des pressions d'insufflation élevées. Après, ils sont revenus en arrière, bien évidemment. On ne ventile pas aujourd'hui les patients avec 34 de pression inspiratoire ni 33, mais on se rapproche plus à 25 qu'aux 15 qui ont ventilé avant. C'est-à-dire que, première chose, on va les ventiler avec des pressions plus élevées que les autres patients qui sont ventilés en général de façon invasive. La deuxième chose, c'est l'hyperinflation dynamique. Alors, l'hyperinflation dynamique, vous savez que c'est le fait de ne pas pouvoir expirer. Ces patients, ils ont un collapsus dynamique expiratoire et ils ont l'incapacité d'expirer. Donc, il y a de l'air qui reste dans l'alvéole. Parce que sa voie aérienne se collabent, les alvéoles sont peu élastiques, l'air reste dans l'alvéole génère un volume de fente d'inspiration qui est plus importante et donc une pression à l'intérieur de l'alvéole qui est élevée. Et au fur et à mesure que vous ventilez, comme vous ne pouvez pas expirer, vous voyez dans les graphiques du bas, vous allez augmenter l'inflation du fait de n'avoir pas de temps d'expirer parce qu'il y a cette collapsus dynamique expiratoire. Alors, ces collapsus dynamiques expiratoires qui va se refléter par une pression positive à l'intérieur de l'alvéole, qu'on appelle autopep, va dépendre tout d'abord de la constante des temps expiratoires, c'est-à-dire la vitesse dans laquelle, les temps qu'on va avoir pour expirer, et ce temps va dépendre de la résistance et de la compliance. Le plus vous avez une résistance, le plus il y a des choses qui s'opposent au dégonflage, le plus vous avez des compliances, le moins l'alvéole va avoir une tendance à l'élasticité, donc le moins va se vider. Et aussi du temps expiratoire. Ça, c'est les deux déterminants les plus importants de l'autopep. Et vous voyez ici qu'au fur et à mesure que vous augmentez la résistance et que vous augmentez la compliance, mais les poumons restent gonflés à la fin de l'insufflation. Donc, comme les poumons restent gonflés, les patients vont devoir faire un effort plus important pour essayer de faire entrer de l'air à l'intérieur de l'alvéole. Mais aussi,
au fur et à mesure que vous augmentez la fréquence respiratoire, vous allez donc trapper de plus en plus parce que vous mordez sur l'expiration. Et que vous mordez sur l'expiration, les malades vont se gonfler, mais pas se dégonfler, et donc l'autopep et le volume trappé va augmenter. Alors, quel impact a ça sur la mécanique ventilatoire? C'est que vous allez avoir, comme il a de la pression à l'intérieur de l'alvéole, lorsque vous inspirez, vous allez devoir vaincre cette pression positive pour essayer d'ouvrir la petite voie aérienne, comme vous voyez ici. Et tout ce travail qui est en sombré, c'est un travail gaspillé pour déclencher le respirateur. Donc, les patients risquent de faire beaucoup de travail et n'arrivez pas à déclencher l'appareil. C'est pour ça que deux mesures importantes chez ces patients, comme on va voir tout à l'heure, c'est de mettre une PEP extrinsèque, comme Jean-Michel l'a dit, pour essayer de contrebalancer cette PEP. Si vous partez et intrinsèque, si vous partez d'une PEP plus élevée, vous allez avoir moins d'efforts pour essayer de la déclencher. Et ensuite, d'allonger la durée de l'expiration. Donc, si on résume pour les guides de réglage, on va mettre une pression plus élevée que dans d'autres étiologies, mais attention à la surpression. Une PEP suffisante pour neutraliser l'autopep. En général, en situation aiguë, on a besoin de fortes pressions expiratoires, autour de 10, jusqu'en situation aiguë. En situation chronique, en général, on dépasse rarement les 6 de pression expiratoire d'autopep. Et donc, c'est important de titrer cette pression, mais aussi attention, ces malades, ils peuvent avoir une voie aérienne, c'est une ventilation non invasive, une voie aérienne qui se collabore dans l'oropharynx. Et attention que la PEP, dans ces cas-là, va fonctionner pas seulement pour l'autopep, mais aussi pour le syndrome d'apnée du sommeil. Une fréquence basse pour laisser les patients se dégonfler pendant la période expiratoire. Les triggers les plus sensibles pour essayer justement que les malades puissent déclencher les plus facilement, même en présence d'autopep. Un cyclage court, c'est-à-dire que les patients puissent avoir un cyclage qui est élevé en aide inspiratoire pour avoir plus de durée d'expiration. Une pente rapide, parce que ces malades, ils sont en général soif d'air, et privilégier un masque nasal en général, parce que c'est des masques qui sont plus efficaces pour la ventilation. On va les voir dans la question suivante que j'ai à répondre. Donc, ça va aboutir à des recommandations que nous avons faites, des conseils que nous avons faits dans les groupes assistance ventilatoire de la SPLF, qui, en fait, nous propose de mettre une aide inspiratoire élevée. Vous voyez, on commence avec une aide inspiratoire mini pour adapter les patients. Et vous avez toujours les réglages de démarrage et les réglages qu'on doit attendre. Et on va voir après comment on arrive à faire ces types de réglages. On commence en général avec une aide faible et on va pouvoir monter à une aide jusqu'à 20, voire plus, si juste à titre d'essayer de corriger la PCO2. Une PEP qu'on va rester entre 4 et 6 par rapport à l'autopep, une fréquence qui va être plus près des 12 que des 20, hein. On va être entre 12 et 15 en général, une pente qui va être minime, c'est-à-dire il faut monter très vite pour essayer d'honorer l'effort inspiratoire du patient, un trigger inspiratoire qui va être plutôt sensible que moyen parce que comme ces malades sont autopep, ils ont des difficultés pour déclencher, et un cyclage qui soit en général précoce pour essayer de donner plus de durée d'exsoufflation aux patients. Et après, pour les machines qui ont TI-min et TI-max, on va essayer de régler une TI-min et TI-max qui sera accord au cyclage qu'on a mis, mais surtout à la fréquence respiratoire. Voilà, je passe la parole à Jean-Michel. Alors, merci Claudio. Merci beaucoup de nous avoir bien détaillé ces réglages. Et maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu de la mise en route de la VNI? Comment on fait en pratique pour faire une mise en route de VNI chez un patient BPCO? Tout à fait. Alors, je vais essayer déjà de sortir de là, si j'arrive, parce que je ne peux pas sortir. Enregistrer. Attendez, je n'arrive pas. Voilà, c'est bon. Le partage est terminé. Donc, je suis à la réunion et je partage mon écran avec le 3e diaporama qui doit être quelque part par là. Attendez, je vais l'ouvrir. Je suis désolé, mais cette technologie, pour moi, c'est un peu compliqué. Mise en route de la VNI, voilà. Prends ton temps. Donc, je vais vers ça, partager l'écran et j'arrive pas. Voilà, il est là. Voilà. Alors, comment mettre en route la VNI chez ces patients? Je vais suivre à nouveau la recommandation du groupe assistance ventilatoire qui sont accessibles online pour vous tous en français. Et en fait, ces conseils ont été actualisés en 2019 déjà. Ça, c'est les conseils 2018 qui ont été actualisés en 2019. Ils sont sur le site en accès libre.
Hein. Donc, il y a des conseils que nous avons élaborés. Le premier conseil, c'est débuter la ventilation en journée. Même si on va la faire la nuit, l'adaptation se fait en journée. C'est extrêmement difficile pour les malades qui ont l'école, un masque et qui ont les ventiles la nuit sans lui avoir fait percevoir la sensation d'avoir un masque la journée. Les malades doivent être installés et informés, bien évidemment, en raison d'effets secondaires. On va privilégier un masque nasal en première intention, si les patients les tolèrent. Et on pourra parler de ça après dans les discussions. Après avoir aussi les tailles et les masques et sa taille, il faut rester à côté du patient, des infirmières ou des kinés ou vous-même, placer les masques sur le visage manuellement, plus l'attacher sans trop serrer et adapter les masques. Le choix du masque, c'est, comme Sandrine l'a dit, de l'artisanat pur, et c'est vous que votre propre expérience qui va vous guider dans cela. La VNI, il faut l'initier chez les patients à la position la plus physiologique dans laquelle vous allez les ventiler, en position semi-allongée, et en général, on va utiliser une ventilation à fuite, puisque c'est ce qui propose aujourd'hui les 99% des malades des machines du marché et qui permet d'avoir une ventilation plus confortable, avec tous les algorithmes de fonctionnement et avec des petites machines qui vont pouvoir être faciles à déplacer à domicile. Les modes recommandés pour les experts, c'est les modes ST, c'est les modes qu'on appelle semi-contrôlés, c'est-à-dire un mode aide inspiratoire plus PEP, plus fréquence de rattrapage. C'est ce qui propose la grande majorité des fabricants comme mode ST. Et les réglages initiaux vont être adaptés à chaque malade et sont en fonction de l'attente respiratoire. C'est-à-dire, chaque malade, c'est un malade différent. Il y a une physiologie différente et on peut les classer en grands groupes. Donc, il a l'aspect individuel, mais il y a aussi l'aspect de la physiopathologie. Ce n'est pas du tout la même chose de ventiler en BPCO que de ventiler en obèse, que de ventiler en restrictif en termes de réglages initiaux et en termes de réglages cibles. Alors, pendant la période initiale d'adaptation, qui va être la première après-midi, on doit essayer de privilégier les conforts. Pas l'efficacité, mais les conforts. Et les conforts se gèrent par 3 questions. La première question, c'est est-ce que vous avez trop d'air ou, au contraire, peu d'air? Alors là, il y a 2 choses qui jouent dans ça. La première, c'est les niveaux d'aide inspiratoire. Les plus, si le malade a peu d'air, il manque d'aide. S'il a trop d'air, il faut peut-être baisser l'aide, au moins pour l'adapter dans la première période, mais aussi la pente, c'est-à-dire la vitesse de pressurisation. Parfois, les malades neuromusculaires, vous mettez une pente très élevée et ils sont très, très gênés parce qu'ils respirent très doucement et la machine les envoie trop d'air. La deuxième question, est-ce que les ventilateurs vous suivent? C'est-à-dire, ça, c'est régler les trières inspiratoires. Est-ce que les 2 moments cruciaux de la ventilation, c'est le début et la fin de la ventilation. C'est là que l'accord patient-ventilateur se joue au maximum. C'est-à-dire, si les malades font un effort et la machine ne répond pas, vous avez un problème de trigage. C'est les déclenchements qui ne marchent pas. Si le ventilateur a déjà pressurisé et les malades veulent continuer à respirer, la machine coupe, ou veut s'arrêter, la machine continue. Mais le problème, il est dans les cyclages. Donc, on peut compléter ces questions avec 2 autres questions. Est-ce que les ventilateurs se déclenchent quand vous les souhaitez? Est-ce que les ventilateurs arrêtent de souffler quand vous voulez expirer? Ça, c'est les 2 questions pour interroger les triggers et les cyclages. Et la 3e question, est-ce que l'air arrive assez vite? Et là, ça rejoint un tout petit peu la première, parce que ça permet de régler la pente expiratoire. Si les patients voient que l'air arrive trop vite, il va avoir beaucoup d'air aussi. Donc, les 2 questions sont un peu liées, mais celle-ci va plutôt être dirigée à la pente, à la vitesse de pressurisation. Enfin, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas chercher à corriger les choses qui se sont installées pendant des mois et voire des années en une nuit. C'est-à-dire que les réglages sont modifiés initialement l'après-midi en fonction du confort et à partir de la première nuit et jusqu'à plusieurs semaines après un critère d'efficacité. Il ne faut pas craindre que les délais entre les réglages initiaux et la cible soient de plusieurs semaines avec différentes étapes, puisque chaque patient va répondre différemment, chaque pathologie va répondre directement et on n'est pas devant des patients qui sont à risque vital immédiat. C'est un patient qui est sorti de réanimation ou qui n'a jamais rentré en réanimation, et la ventilation sélective. Et il faut surtout ne pas chercher à normaliser la PCO2 immédiatement parce qu'il y a toute une sorte de mécanismes d'hémostase qui sont mis en place, notamment l'alcalose métabolique pour compenser cette acidose respiratoire, que si vous corrigez la PCO2 très rapidement, vous allez faire basculer les patients à l'alcalose
à l'alcalémie, qui est plus dangereuse que l'acidémie. Donc, les 3 étapes sont, la première étape sur quelques heures, c'est les réglages des conforts et la tolérance. Sur quelques jours, c'est les réglages initiaux d'efficacité, et pour ça, vous allez vous aider à l'aide avec les logiciels machines qui sont un outil indispensable pour améliorer l'efficacité de la prise en charge de ces patients. Et enfin, la 3e étape, qui c'est sur quelques jours à plus de 4 semaines, dont votre objectif c'est bien sûr à corriger les symptômes, à permettre une bonne tolérance, mais surtout à normaliser la gazométrie, autant diurne que nocturne. Je passe la parole à nouveau à Jean-Michel. Merci Claudio. Merci. Donc, la plupart des participants étaient d'accord pour mettre un trigger inspiratoire au plus sensible et surtout pas pour mettre un cyclage à 25%. Alors maintenant qu'on a vu comment on allait initier cette VNI, eh bien on va se poser la question, quel suivi à domicile quand la patiente va retourner à domicile? Comment on va organiser ça? Donc à la fois au point de vue du prescripteur que du prestataire. Donc, est-ce qu'on va prévoir une consultation avec le prescripteur à 1 et 3 mois? Réponse rouge. Réponse bleue, le prescripteur va essentiellement suivre la PaCO2. Réponse orange, la première visite du prestataire aura lieu au bout d'1 mois. Réponse verte, on va utiliser le suivi des données enregistrées par le ventilateur. Plusieurs réponses sont évidemment possibles. Et pour répondre à cette question, on va écouter Maxime Patou qui va nous donner son expérience sur le suivi des patients BPCO. Alors, c'est ça que je voulais faire, pardon. Donc, je vous laisse juste terminer de répondre à ces questions. Alors, encore une fois, merci pour l'invitation. Pour répondre à ces questions, on va se baser sur des recommandations qui ont été faites en fait par la Société savante, la SPLF en 2017. Et en fait, une première manière de répondre à la question, c'est simplement de penser au patient BPCO qui a fait une exacerbation sévère. Et en effet, la SPLF comme la HS, dans son parcours de soins qui a été édité l'an dernier, conseille après une exacerbation sévère, donc un patient qui a été hospitalisé, de voir le patient à 1 mois. Une des raisons de cela, c'est bien évidemment que ces patients sont plus à risque d'avoir des évolutions défavorables, et donc ils doivent avoir vraiment un suivi rapproché et pas être laissés dans la nature. Alors, comme toujours, il faut essayer d'avoir un parcours de soins du patient, et là, vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez le faire par vous-même parce que votre service est super bien organisé. Vous avez une secrétaire qui va prendre les rendez-vous pour le patient, qui va s'assurer que le patient sort avec son rendez-vous de médecin traitant, avec son infirmière. Ou alors, si c'est un peu plus une période de Covid, vous pouvez demander à la sécurité sociale d'organiser ça. Vous savez qu'il y a le Prado qui est un parcours de soins qui est organisé. Globalement, ce parcours de soins, il permet d'avoir la sécurité sociale qui va coordonner ce parcours de soins. Est-ce que ça a un intérêt si vous êtes très bien organisé? Probablement pas, puisque là, quand on voit sur une cohorte rouennaise de plus de 300 malades, eh ben, en fait, ça ne change pas tellement le taux de réadmission. Et on voyait dans cette cohorte que les patients n'allaient pas plus à leur rendez-vous dans un groupe que dans l'autre. Mais l'important, ce n'est pas de le laisser tout seul à la maison, d'autant plus qu'on va lui mettre une ventilation non invasive. Et donc là, on va maintenant parler de ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui, c'est comment on va suivre une mise en place de ventilation non invasive. Et là encore, on a des recommandations des groupes experts qui ont été publiés par la HAS il y a quelques temps maintenant, mais qui disent que vraiment la période du premier mois, comme ce que Claudio vous disait, c'est une période qui est fondamentale pour le patient, parce que cette période de mise en route, elle va probablement déterminer l'observance au long cours. Il y a 2 objectifs, c'est effectivement ne pas perdre le patient, c'est-à-dire lui assurer un suivi qui est régulier, parce que le patient qui va détester sa ventilation, qui va être traumatisé, qui au bout de 2 jours va la mettre dans son placard, c'est lui qui va être très dur et qui va avoir du mal à être observant après. A contrario, un patient chez qui vous arrivez dès le premier mois à avoir une bonne observance, vous avez gagné du temps pour après parce qu'il va probablement rester observant. Et enfin, l'autre objectif, c'est effectivement, comme Claudio Ourabec vous le disait tout à l'heure, d'atteindre progressivement les réglages définitifs. J'ai mis définitif entre parenthèses parce qu'on n'est pas aux pièces, on n'est pas extrêmement pressé, mais il faut essayer de tendre vers ça après 1 mois d'acclimatation.
Enfin, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, et ça, c'est peut-être une expérience clinique que vous avez aussi, mais un patient qui est en hypercapnie, d'autant plus s'il a fait une exacerbation, c'est un patient qui n'a pas toutes ses capacités cognitives. Ici, vous voyez les résultats d'un travail qu'on avait fait, où en fait, on faisait un MoCA. Le MoCA, globalement, c'est comme le MMS. Donc, vous avez le test de l'horloge, on doit se souvenir de ce que c'est un lion et un guépard. Et si vous avez moins de 26, ça veut dire que vous avez des troubles cognitifs. Et vous voyez qu'avant la mise en place de la ventilation, eh bien, le score moyen est à 24. Il s'améliore un petit peu, mais il faut bien prendre en compte le fait que vos patients chez qui vous établissez la ventilation non invasive, spécifiquement Mireille qui a eu la réanimation, qui s'est retrouvée dans une situation catastrophique, il faut prendre du temps et donc il y a une grande partie d'éducation thérapeutique à mettre en place. Ensuite, quand vous allez revoir le patient, vous allez vous poser très simplement 2 questions. Est-ce que mon traitement est efficace ou est-ce que mon traitement est bien toléré? Et en fait, vous allez essayer de cocher toutes les cases de ce tableau-là. L'efficacité, eh bien, on essaie de corriger une hypoventilation alvéolaire. Donc, pour la corriger, il faut que le patient se serve de la machine. Et le seuil de 4 heures est un seuil qui est associé à une meilleure survie. Il faut que le patient ait une amélioration de ses symptômes, et donc moins de gêne, moins de somnolence diurne, une amélioration de sa qualité de vie. Il faut que vous contrôliez les gaz du sang pour corriger l'hypoventilation alvéolaire, et on va discuter ensemble si c'est juste suffisant les gaz du sang. Et enfin, il faut que vous soyez sûr, notamment chez les patients apnéiques, que vous n'ayez pas d'apnée résiduelle, ou alors si vous utilisez des masques nasobuccaux, que vous n'induisiez pas des apnées avec tout ça. Et enfin, la tolérance, eh bien, est-ce que le patient arrive à dormir avec sa VNI? Est-ce que quand il se réveille, il est reposé? Est-ce que quand il utilise sa VNI, il n'a pas la bouche sèche, il n'a pas des escarres? Et encore une fois, est-ce qu'il se sent mieux? Si vous avez tout bon, c'est parfait. Et sinon, il va falloir vraiment faire attention. Alors, comment on assure de l'efficacité? Eh bien, comme le disait le docteur Rabec, il faut d'abord regarder les données machines. Les données machines, elles doivent absolument vous être fournies par votre prestataire et vous allez avoir 3 niveaux d'analyse. Un premier niveau d'analyse, c'est vraiment regarder globalement ce qui se passe. Et alors là, j'ai pris un exemple qui fait plaisir à tout le monde. Un patient qui s'en sert tous les jours, plus de 8 heures dans la majorité des cas. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'interruption pendant les nuits. Donc le patient, globalement, ça a l'air assez satisfaisant. Cependant, si vous regardez un petit peu dans les détails, donc on va regarder les données journalières, vous voyez que ce même patient, en fait, il a des fuites qui surviennent en plein milieu de la nuit avec des pertes de pression. Et donc ça ne ressort pas sur les données globales forcément, mais en regardant les données détaillées, vous pouvez voir des choses comme ça. Et donc c'est important de corriger l'interface de ce malade. En allant un peu plus loin, vous pouvez regarder les courbes cycle à cycle, mais probablement qu'à un mois, dans la majorité des cas, si vous avez amélioré les choses par ailleurs, ce n'est pas forcément indispensable. Ensuite, vous allez regarder ce qui se passe pendant la nuit, et donc vous allez demander une oxymétrie nocturne. Cette oxymétrie nocturne, elle est, je pense, beaucoup plus pertinente chez les patients qui ont des maladies du sommeil associées, des apnées du sommeil, puisque vous allez pouvoir voir s'il y a encore des apnées induites. Mais chez les patients comme celui-ci, qui est un patient en BPCO, vous allez pouvoir mettre en évidence des plages d'hypoventilation alvéolaire résiduelle. Et en vous donnant des données machines, en vous aidant de ces données, vous allez pouvoir savoir quel ajustement il faut faire à la ventilation non invasive. Ensuite, la gazométrie, elle est importante, hein, notamment pour remplir les demandes d'entente préalable à la Sécu, mais elle n'est pas suffisante, et ça, c'est l'équipe de Dijon qui l'a bien montré chez des patients SLA ou restrictifs. Si vous regardez juste la gazométrie, eh bien, vous allez manquer des hypoventilations alvéolaires nocturnes non contrôlées. Et là, j'ai un parfait exemple dans la même idée que ce qu'ont fait les collègues de Dijon. C'est un patient qui a un SOH, qui est à peu près bien contrôlé sur le plan des apnées, qui est normocapnique dans la journée, qui se sert bien de sa ventilation. Mais vous voyez, sur la courbe de capnographie, il y a 4 plages d'hypoventilation alvéolaire qui nécessitent donc une adaptation des réglages, encore une fois en regardant les données machines. Donc, si on veut synthétiser un petit peu comment on fait le suivi des patients à la mise en place de VNI, eh bien, on peut un petit peu distinguer différents scénarios. Les patients qui ont des pathologies neuromusculaires, eux, ils ont un peu droit à la totale, avec notamment la capnographie pour s'assurer un bon contrôle. Chez les patients BPCO qui n'ont pas d'apnée du sommeil, surtout qu'en plus, ils ont souvent de l'oxygénothérapie ajoutée à la VNI, l'oxymétrie est probablement un petit peu moins pertinente. Et enfin, chez le groupe de patients un petit peu moins sévères,
obésité, hypoventilation ou chevauchement BPCO-SAS. Je pense que si tout va bien à M1, vous pouvez reporter le suivi de M3 à M6 si la gazométrie est bien, si les données machines sont satisfaisantes. Et enfin, la polygraphie sous ventilation, eh bien, c'est rarement à faire dans les 3 premiers mois de la mise en place et on va réserver ça aux patients chez qui l'analyse détaillée des courbes ne nous permet pas de bien comprendre les choses. Enfin, je rends la parole à Jean-Michel pour la question d'après. Donc je vois que la plupart des participants étaient d'accord avec toi sur le suivi médical et sur la validité des données enregistrées. Donc la question d'après, ça va être, est-ce qu'on doit prévoir du télémonitorage pour cette patiente BPCO sous VNI à domicile? Donc la réponse rouge, non, car cette patiente est très sérieuse et sera observante dans tous les cas. La réponse bleue, oui, parce que ça peut améliorer la qualité de sa prise en charge. La réponse orange, non, parce qu'on n'est plus en période de confinement, donc on peut aller chez elle ou on peut venir à l'hôpital. Et la réponse verte, oui, si c'est bien organisé entre le prestataire et le prescripteur. Plusieurs réponses sont possibles. Et donc, Maxime, quelle est ta réponse à toi ? Alors, ma réponse à moi, elle va être très partagée. Je vous laisse répondre en vous mettant ce petit logo du programme étape. Alors, vraiment, la question de la télémédecine, c'est un sujet bien sûr d'actualité qui vraiment fait beaucoup de bruit et on est tous un petit peu perdus. Donc, si vous voulez bien, je vais d'abord vous parler un petit peu du programme étape et puis après mettre un petit peu les choses en perspective pour les patients BPCO, mais aussi pour le reste des patients sous VNI. Donc, le programme étape, c'est quoi? Eh bien, le programme étape, en fait, il a 4 objectifs et c'est mis en place par notre gouvernement. Et donc, c'est vraiment cibler les populations qui coûtent le plus, qui sont souvent hospitalisées ou qui font des complications. Et l'objectif de ça, c'est stabiliser ou améliorer la maladie, notamment en facilitant l'accès aux spécialistes. L'idée étant d'améliorer la qualité des soins à un moindre coût et aussi d'améliorer la qualité de vie des patients. Alors, dans notre domaine, ça ne s'applique qu'uniquement aux patients sous ventilation non invasive, chez lesquels on va débuter une ventilation non invasive selon une indication reconnue par les sociétés savantes. Et donc, ça ne s'applique pas aux patients sous oxygène, etc. C'est vraiment très spécifique à la ventilation non invasive. C'est très spécifique et comme vous avez vu que les objectifs c'était d'améliorer la survie, etc., il y a certains nombres de patients qui sont exclus. Les patients qui ont un cancer avec une espérance de vie faible, les patients très exacerbateurs, plus de 3 exacerbations dans les 12 mois, les patients qui ont des pathologies neuromusculaires, un critère d'exclusion qui est un peu bizarre, mais qui dit je pense que le patient ne va pas être observant, ce qui n'est pas forcément facile à prédire. Bon, les patients qui n'ont pas de domicile et ceux qui refusent, ça coule de source. Alors, comment on va le faire? Eh bien, en fait, c'est chacun de nous qui est au centre un petit peu de cette activité, puisque l'inclusion dans le protocole étape va être faite sur une prescription du pneumologue qui va devoir renouveler tous les 6 mois. Et dans sa prescription de mise en place du télésuivi, il doit préciser la solution technique qu'il souhaite. Donc, il y a plusieurs qui sont disponibles. Le plus simple, c'est souvent quand même d'aller avec les plateformes des fabricants qui vous permettent d'avoir exactement les mêmes rapports que ceux que vous êtes habitués à avoir avec les données logicielles. Pour cette prescription, vous allez recevoir une rémunération de la sécurité sociale, à peu près c'est 73 € par semestre. Et en échange, vous vous engagez à regarder les données sur un rythme au minimum hebdomadaire. Et donc, vous devez vous connecter toutes les semaines et vous devez déterminer des alertes et vous pouvez les gérer ou bien tout seul, ou bien en association avec le médecin traitant, mais des fois, c'est un petit peu difficile de faire le lien, ou alors, et ce sera plus fréquemment le cas, avec le prestataire qui, là, va avoir un rôle extrêmement important. Qu'est-ce qu'on essaye de faire en pratique? Eh bien, la société française a établi 3 objectifs différents. C'est 1, la détection des exacerbations en analysant les changements de la fréquence respiratoire. C'est 2, un objectif qui ressemble beaucoup à celui de la PPC, à savoir surveiller l'observance des patients. Et le 3e objectif, c'est essayer de voir si on ne peut pas désappareiller des patients qui se servent très peu de leur ventilateur. Alors, je vais reparler du premier point,
qui est probablement celui qui fait couler le plus d'encre parce que c'est celui qui nous stresse plus parce qu'on n'a pas envie de manquer une exacerbation. Et en fait, tout ce travail-là, il a déjà été fait par nos collègues de Grenoble qui avaient montré qu'une augmentation sur 2 jours consécutifs de la fréquence respiratoire témoignait de la survenue d'une exacerbation de BPCO. Nous, on a fait exactement le même travail qu'eux, à quelques subtilités près, et on a retrouvé exactement le même résultat. Vous voyez en noir ici la courbe de changement de la fréquence respiratoire, et vous voyez sur 2 nuits consécutives, ça veut dire que vous allez être hospitalisé, alors que si votre fréquence respiratoire elle reste bien stable, il n'y a pas de problème. La question, quand on fait un test diagnostique, là, on peut se dire on va générer une alerte. Le problème, c'est la sensibilité et la spécificité du test. Et la spécificité n'est pas trop mauvaise, mais par contre, la sensibilité, quelle que soit la manière dont vous calculiez votre seuil d'alerte, elle est extrêmement mauvaise puisqu'elle est aux alentours de 50%. C'est-à-dire qu'une alerte sur 2 va générer une fausse alerte, ce qui est quand même problématique puisque ça va vous mobiliser ou ça va mobiliser le prestataire. Et donc, je pense que la détection des exacerbations est aujourd'hui quelque chose qu'il ne faut pas utiliser pour le télésuivi parce que c'est clairement infaisable et ça génère du coût. Et je pense que c'est contre-productif puisque ça réfrène les gens d'utiliser le télésuivi à cause de ça. Alors, ensuite, il faut se poser la question, et là, encore une fois, c'est extrêmement intéressant de discuter entre tout le monde de quels paramètres il va suivre et aussi de quel seuil. Donc, vous avez les fuites. Alors, la fuite, est-ce que c'est 24 litres par minute comme un PPC? Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qu'il faut regarder? La fréquence respiratoire, bah oui, c'est intéressant, mais en fait, c'est très dépendant du prescripteur. Si vous êtes plutôt dans l'école allemande, vous allez avoir des fréquences respiratoires à 18-20, comme Claudio vous parlait. Dans d'autres écoles, ça va être des fréquences à 12, et donc l'interprétation va changer. L'observance 4 heures, ça semble assez consensuel, mais pareil, un patient qui s'en sert 4 heures, 8 heures, et puis qui commence à s'en servir 16 heures, c'est probablement quelque chose qui doit nous alerter, puisque ça veut dire qu'il se dégrade. Et donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres différents qu'il faut intégrer, et en plus, probablement une variation par pathologie, puisque, comme Claudio vous a dit, il y a beaucoup de variations sur le plan physiologique. Et donc, on a essayé avec différents collègues de jouer un petit peu à ça. Et donc ça, c'est un résultat. Donc vous voyez, chacune des lignes représente un patient et les données de télésuivi d'un patient pendant 90 jours. Et donc là, vous avez représenté 91 patients. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à 11 experts de nous fournir un algorithme de télésuivi selon les paramètres qu'ils souhaitaient. Et donc, vous voyez, sur cette cohorte, l'expert 1, c'était quelqu'un de très interventionniste, puisque chaque fois que vous avez un point jaune ou un point orange, ça veut dire que le prescripteur a décidé qu'il fallait faire une intervention, et que vous voyez de l'autre côté, l'expert numéro 2 ne fait quasiment pas d'alarme, et donc il va falloir qu'on détermine dans le futur quelle est la bonne stratégie. Il y en a une qui clairement génère beaucoup de travail, et l'autre qui est peut-être un petit peu moins utile, et il va falloir trouver un bon équilibre entre tout ça. Donc le télésuivi, c'est un outil qui est clairement très puissant, mais si on l'utilise mal, ça peut vraiment nous faire perdre du temps. Et donc, il va falloir s'adapter et il faut que chacun d'entre nous prenne le temps de dompter. Et moi, ma recommandation, c'est d'essayer avec 1, 2, 3, 4 patients, de distinguer le type de patient chez qui on va le proposer et notamment de distinguer la phase initiale qui va être très intéressante parce que c'est là où on va pouvoir détecter rapidement des fuites et agir un peu plus rapidement et peut-être ne pas forcément le poursuivre chez des patients qui vont bien. Et surtout, il va falloir être le plus raisonnable possible pour ne pas se retrouver embarqué dans des protocoles qu'on n'arrivera pas à appliquer. Voilà. Merci beaucoup Maxime, c'était très très clair. Donc, je vois que selon les résultats, les gens étaient d'accord avec toi et on peut faire le bilan final du vote. Et c'est Julie qui a le mieux répondu aux questions. Donc, bravo Julie, bravo Sébastien et bravo Vincent. Donc, pour conclure, ce qu'on a vu, les mots-clés, en termes de VNI aigu pour les patients BPCO, l'indication va être posée sur l'acidose respiratoire. On va choisir un ventilateur de réa ou un ventilateur de niveau 3. On va plutôt choisir un masque facial en VNI aigu. On va mettre une aide inspiratoire élevée et on va faire des séances intensives les premiers temps.
Pour la VNI à domicile du patient BPCO, l'indication c'est l'hypercapnie qui persiste au décours d'une exacerbation. On va mettre un ventilateur de niveau 1 plutôt, voire de niveau 2 si on a un patient sévère plus de 8 heures par jour. Pour le masque, on va faire une approche graduelle. Donc on va commencer par un masque nasal et puis si ça ne va pas, on mettra une mentonnière puis un masque facial. On va mettre des réglages adaptés, c'est ce que nous a expliqué Claudio, c'est très important de prendre le temps d'adapter chaque réglage. Et puis on va mettre en place un suivi attentif et adapté, à la fois par le médecin, mais aussi par le prestataire, en utilisant les données fournies par le ventilateur. Et si on peut, si on en a les moyens, ça sera toujours bien de mettre en place le télémonitorage. Voilà, je vous remercie. On a déjà quelques questions que je vais soumettre à nos experts. Sandrine, est-ce que pour les BPCO à domicile, on a une place pour le masque bucco-narinaire, c'est-à-dire le masque Amaraview Dreamwear Full Face ou équivalent, donc ce masque qui couvre la bouche et qui prend le nez. Quelle est sa place à ton avis? Alors, comme vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, je pense qu'on a tout à fait une place pour ce type d'interface. En deuxième intention, s'il y a des fuites buccales et si le fait de recouvrir le nez est considéré par le patient comme trop encombrant ou éventuellement que les masques nasobuccaux bougent, par exemple, on peut tout à fait tenter une interface bucco-narinaire sans problème. Plutôt donc en deuxième intention. D'accord. Merci. Alors, une très bonne question de Victor, je pense pour Claudio. Qu'on choisisse un masque facial ou nasal, est-ce qu'il faut prévoir un humidificateur chauffant? Bon, merci pour cette question. C'est une question sûrement que je répondrai sans médecine fondée sur les preuves, parce qu'il n'y a pas quand même des niveaux d'évidence qu'il y a un humidificateur tout venant, c'est-à-dire mis à tous les patients, on change des choses. Il a, à ma connaissance d'études, mais il a une chose très claire, un humidificateur chauffant pour les patients qui ont certaines plantes qui sont en général des sécheresses buccales, des nez sèches, le nez sec, pardon, une hypersécrétion nasale peut servir. Alors, attention, parce que les premiers éléments à attaquer, entre guillemets, lorsque vous avez ces symptômes, c'est la fuite. C'est-à-dire, ces symptômes sont liés au débit de la machine. Quand vous respirez 6 litres, 7 litres, 8 litres par minute. Quand vous respirez au sein d'un masque, la machine libre 60, 80, 90 litres par minute seulement pour alimenter l'orifice de fuite lorsque vous utilisez un masque nasal, facial et de fortes pressions d'insufflation. C'est-à-dire que vous êtes soumis en permanence à un débit qui passe par les nez, qui passe par la bouche si la bouche est ouverte et qui génère ces symptomatologies. Les plus vous avez des fuites, les plus vous allez avoir des symptômes de ce type. Donc, la première chose à voir s'il n'y a pas de fuite. Avant de mettre tout bêtement un humidificateur, il faut aller regarder s'il y a des fuites et les corriger. Une fois que vous avez corrigé les fuites, donc les fuites sont difficiles à maîtriser et que vous avez trouvé le meilleur compromis, un humidificateur chauffant peut faire l'affaire et améliorer significativement les conforts du patient. Mais dans notre expérience, nous ne mettons pas les humidificateurs chauffants d'emblée pour tous les patients, mais seulement pour certains patients qui ont des symptômes ou qu'on juge qui probablement ils ont potentiellement des candidats à avoir des symptômes. Je ne sais pas ce qu'ils font les autres de mes collègues. Oui, c'est parfait. Merci, je ne sais pas. Sandrine, tu veux... Oui, on a tout à fait la même attitude. On ne le met pas en première intention et on corrige en premier les fuites, en effet. Mais on va être assez rapidement, on va se diriger quand même vers l'humidificateur. Maxime? Nous, avant, on avait une attitude qui était un peu large sur les indications. Et on est en train de clairement revenir dessus, parce que on va vous présenter à l'ERS quelques résultats intéressants. C'est clairement pas anodin, notamment sur le fonctionnement du ventilateur, et ça peut avoir des conséquences cliniques. Et quand on regarde l'efficacité sur la correction de la sécheresse buccale, il n'y a pas d'effet qui soit transcendant de ces petits humidificateurs chauffants intégrés. Parce que, mine de rien, ils humidifient, mais pas énormément, et leur performance est très variable selon les machines aussi.
Ok. Alors moi j'habite dans le sud où on a beaucoup de Mistral et je mets des humidificateurs quasiment systématiquement dans la BPCO. Et ma raison c'est que je considère que la BPCO c'est une maladie des bronches et qu'il ne faut pas prendre le risque d'assécher la muqueuse bronchique, ce qui est à mon avis assez vite obtenu chez les patients BPCO. Donc c'est ma justification. Vous voyez que chacun a sa pratique. Alors, une question pour Maxime. Concernant le télémonitorage dans le cas du programme ETAP, quelle est la charge de travail pour le médecin? Donc, c'est Bertrand qui pose la question. 15 minutes par semaine, ça te semble raisonnable ou plus? Je pense que ça dépend du nombre de patients qu'on a et ça dépend aussi un petit peu du travail qu'on fait avec le prestataire. Je pense que le télésuivi, il a vraiment un intérêt si on travaille en bonne intelligence avec le prestataire et que, notamment, il va écluser la majorité des alarmes. Et je pense que sur une cohorte, alors c'est des chiffres un petit peu approximatifs, mais sur une cohorte de 20 à 30 malades, effectivement, avec un bon travail du prestataire avant, une quinzaine de minutes, ça doit suffire par semaine. Mais ça nécessite vraiment d'avoir un prestataire qui va gérer toutes les alarmes, typiquement les fuites ou les choses comme ça, qui, elles, peuvent être par contre, si ce n'est pas géré par le prestataire, ça peut devenir 25 minutes par jour. Merci. Une autre question sur le télésuivi, si justement on n'a pas les moyens, à la fois le médecin ou peut-être le prestataire, d'appliquer le cahier des charges d'ETAP, est-ce que tu peux préconiser le télésuivi en dehors de ETAP? Alors, tout à fait. Nous d'ailleurs, on a plutôt commencé comme ça et la majorité de nos patients étaient plutôt en dehors d'ETAP. Donc, il n'y a pas de difficulté vis-à-vis de ça pour le médecin. Par contre, ça induit un coût pour le prestataire dont il faut avoir conscience. Mais après, on peut justement demander l'activation. Aujourd'hui, la majorité des machines sont communicantes. La DreamStation, elle télétransmet en natif. La A40, il y a un petit module à rajouter, mais donc, on peut le faire sans aucun problème. Mais voilà, c'est un coût qui est quand même pas nul pour le prestataire. OK. Une autre question sur un peu le même sujet. Imaginez-vous qu'un patient donc télésuivi, ventilé télésuivi, qu'on puisse diminuer le nombre de consultations finalement grâce au télésuivi. Qu'est-ce que tu en penses? Probablement que... de toute façon, grâce ou à cause du Covid, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on on va assister à un changement assez important de la fréquence des suivis. Alors, nous, on a la chance à Rouen d'avoir une infirmière de pratique avancée qui s'occupe justement de la ventilation non invasive, qui assure une partie du télésuivi et ce qui permet d'espacer les consultations médicales. Donc oui, moi, toujours la seule crainte que j'ai dans le télésuivi, et c'est ce qu'on retrouve un peu dans les études, c'est qu'à chaque fois, les patients, quand même, des fois, les patients sont moins heureux avec le télésuivi, même si l'efficacité, elle est pareille, parce qu'ils voient moins le médecin et que ça leur fait quand même plaisir de voir les docteurs et on a quand même une certaine utilité de temps en temps. OK, merci. Merci à tout le monde pour les questions. Ce webinaire était organisé par les ateliers de ventilation à domicile, en partenariat avec la société Philips, que je remercie chaleureusement. La production a été réalisée par la société Synapse 3, que je remercie, et la communication a été réalisée par la société Atucom, que je remercie aussi chaleureusement. Merci à nos trois invités pour leur participation. Un grand merci pour votre expertise. Et enfin, nous allons pouvoir, j'espère, reprendre les ateliers en présentiel à Aix-en-Provence à l'automne et nous retrouver donc directement, ce qui fera du bien. Merci pour votre participation et bonne soirée et bon été à tous.